Bonjour à tous, merci de me retrouver à l'occasion de la présentation du dernier numéro de la revue Sens Dessous, à savoir, donc je vous le montre, Décidé, numéro 37 donc de la revue, et cette occasion est une occasion particulière puisque c'est le premier numéro de l'année 2026, et l'année 2026, figurez-vous que c'est la 20e année pour Sens Dessous, donc Sens Dessous à 20 ans en somme, hein, donc c'est une année anniversaire. Donc nous commençons très bien cette année anniversaire donc avec ce numéro, Décidé, et nous avons décidé, non sans penser que l'année 2026 c'est une année particulièrement chargée en termes de virages notamment politiques quotidiens, puisque Sens Dessous est sorti 2 jours après les élections municipales qui augurent en fait de toute une série ensuite de processus démocratiques, comme vous le savez, 2027 les élections présidentielles, puis les élections législatives. Donc en fait, il nous a semblé intéressant, de manière précise et singulière, on peut dire, de traiter de cette question, sans compter par ailleurs que décider, eh bien, c'est quand même un thème extrêmement chargé sur le plan philosophique, littéraire et esthétique, puisque on peut toujours se demander qu'est-ce qui nous pousse à agir, qu'est-ce qui nous pousse à créer, et comment finalement, même en philosophie, on en arrive à proposer un concept plutôt qu'un autre. Voilà, donc la notion de décision nous a semblé suffisamment riche et opportune pour nous permettre d'entrer dans cette année qui est une année donc tout à fait singulière, d'autant plus qu'on pourrait presque dire, tiens, mais pourquoi Sens Dessous, hein? Qu'est-ce qui fait qu'on a décidé? Voilà. Alors, je commence par remercier les historiques de Sens Dessous, à savoir bien sûr le directeur de publication, Vincent Grégoire, Serge Sadois, qui s'occupe à la fois, qui s'occupe de tout, en fait, hein, c'est difficile de dire son rôle, qui s'occupe de la conception matérielle de la revue, on peut dire ça comme ça, c'est-à-dire l'organisation des textes, la mise en page, le rapport avec l'impression, etc. Tout ce qui fait qu'une revue, finalement, c'est aussi et surtout sans doute un objet. Catherine Bernard, Claudine Pâques, qui sont des correctrices et relectrices extrêmement fidèles, ainsi que Maria Salmon, pardon, Maria, euh, Marcel Vendée, et dernièrement, qui vient de nous rejoindre, hein, je salue la jeune Alicia Chedom, qui a fait pour ce numéro son premier travail de ultime relectrice, et qui est vraiment un travail tout à fait formidable. Mais voilà, maintenant il nous faut rentrer dans la singularité de ce numéro. Donc comme tous les numéros de la revue Sens Dessous, eh bien, nous avons appelé différents contributeurs qui nous ont permis donc de penser cette question. Alors pour ce qui est de la question plus directement en lien avec le social et le politique, bon, je pose la revue, hein. Ce qui nous a semblé d'abord intéressant, c'est, comme je disais tout à l'heure, d'interroger la question du choix en politique. Donc là, nous avons précisément fait appel à deux contributeurs précieux pour traiter de cette question. Dans un premier temps, Philippe Urfalino, dont l'article voilà, dans le titre de l'article, me semble-t-il, est suffisant pour vous laisser entrevoir la teneur de son propos. L'espace de la participation politique extra-électorale, les assemblées citoyennes et le gouvernement représentatif. Donc là, on voit bien au cœur, hein, la question, bien sûr, de la décision en politique, qui parle pour qui, et jusqu'où cette parole est-elle effective. Et puis Félicien Faury, qui lui se demande plus directement jusqu'où et comment est-ce qu'on peut se dire responsable de son vote. Donc voilà, ces deux articles se font écho pour penser vraiment la question de la décision dans son champ électoraliste. Ensuite, je relis trois articles qui font toujours partie du champ social et politique, qui abordent d'une manière profonde, existentielle, la question de l'engagement plutôt, de l'engagement amoureux, notamment avec un très bel entretien que j'ai pu faire avec Fabienne Brugère, donc philosophe, sur son dernier ouvrage qui se nomme Désaimer, et qui explique en fait comment on peut, de la même façon qu'on va s'engager en amour, comment on peut se engager aussi en désamour, et ce que ça implique comme bascule existentielle, avec aussi, avec aussi une préoccupation particulière
pour les femmes qui nous sommes quand même éduquées à toujours penser l'amour comme étant l'aboutissement en fait de notre existence. Et bien que se passe-t-il lorsque exister, c'est aussi des. Voilà. Et cet entretien me fait écho à un article de Khalil Benaïda qui, lui, en fait, investit le champ du numérique et explique justement ce qu'il en est de l'engagement amoureux dès lors qu'on décide de passer par le numérique pour rencontrer, ce qui est censé quand même être un moment de bascule dans l'existence, rencontrer l'amour. J'ai dit Fabienne Brugère, Khalil Benaïda, Philippe Urfalino, je redis les noms des gens, et puis Félicien Faurib, et tout ça vous sera noté de manière extrêmement précise en dessous de la vidéo. Alors, j'ai un petit peu amorcé, donc je disais, il y a un troisième article, alors lui c'est un petit peu différent, mais c'est un entretien avec l'avocate Anne Bouillon, qui, à propos d'engagement, désengagement, à propos de décision, en fait, m'a proposé un entretien qu'on a appelé la bascule féministe, c'est-à-dire comment, au bout d'un moment, quand je suis avocate, je parle au nom de Anne Bouillon, hein, je me spécialise progressivement dans le champ des affaires de violence conjugale, de violence faites aux femmes, etc. Et je prends la décision de ne plus défendre que les victimes. Comment s'opère cette décision? Qu'est-ce qu'elle va impliquer dans le champ professionnel et politique? Qu'est-ce qu'elle implique aussi euh, par rapport à la prise en compte systémique des violences faites aux femmes? Voilà, c'est vraiment un entretien extrêmement intéressant. Toujours dans le champ social et politique. Alors cet article, j'en parle j'en parle parce qu'il est tout à fait intéressant. Il est à la fois décalé et en même temps capital pour ce numéro. C'est l'article de Florent Braillat, excusez-moi, historien, et qui nous propose de repenser la Shoah en essayant de revenir à la réalité complexe de la décision du meurtre des Juifs d'Europe, puisque en fait la notion de décision nous engage à penser qu'il y a un avant et un après. Évidemment qu'il y a un avant et un après si on pense à l'assassinat des 6 millions de juifs, mais il y a aussi une continuité. Et alors son article permet de comprendre cette complexité, en fait, hein, de la décision qui n'en est jamais vraiment une, et qui pour autant, à un moment donné, décider, c'est accomplir un mouvement qu'on aurait peut-être pu arrêter. Voilà, en fait, et vraiment son article est d'une profondeur absolument essentielle. Voilà, alors deuxième champ de la revue Sens Dessous, toujours jeu de lunettes, comme vous pouvez le constater. Deuxième champ, deuxième axe, l'axe philosophique. Alors là, on a pensé les choses de manière relativement classique hein, pour ceux d'entre vous qui sont philosophes, puisque nous avons un article de Théa Piquet sur Machiavel, un article de Feriel Candil sur John Rawls, un article de David Cumin sur Carl Schmitt, et donc à chaque fois, hein, il s'est agi pour nous, à travers ces trois auteurs et ces trois façons de penser, ces grands auteurs aussi, pardon, du champ politique, de penser l'existence ou non d'une forme pardon, l'existence ou non au sens où elle serait cruciale et fondamentale d'un moment de décision en politique. Alors là, c'est pas français ce que je viens de dire, donc je vais le redire en français. C'est-à-dire, est-ce que oui ou non, on peut établir, on établit de manière fondamentale que la décision est un moment crucial pour s'engager en politique, que ce soit au niveau du citoyen ou que ce soit au niveau du souverain, pour ce qui est de Schmitt et de Machiavel, et, que symboliquement, ce moment de décision revêt-il ou ne revêt-il pas l'ensemble de la capacité du souverain à exercer son pouvoir, et que reste-t-il en dehors de ce moment de décision. Voilà, bon, je ne sais pas si j'ai été très claire, mais en tout cas, ces trois articles sont tout à fait précieux pour poursuivre donc cette réflexion. Toujours dans le champ politique, j'ai contribué à ce numéro et je propose un article autour de l'affaire Emmett Till qui a bouleversé l'Amérique en 1955, donc année où ce jeune homme a été lynché par des membres du Ku Klux Klan.
Et donc ce jeune homme est lynché et ça va produire une sorte de... Alors que, hélas, à ce moment-là, le lynchage est une pratique, euh, sinon courante ou moins presque banalisée dans le sud profond des États-Unis. Eh bien, le fait que ce jeune homme vienne de Chicago, le fait que sa mère euh, décide se révolte en fait, eh bien, ça transforme le regard tout d'un coup sur en fait, ça rend tout d'un coup inacceptable aux yeux d'une Amérique qui n'avait peut-être pas pris conscience de la profondeur des dégâts que produisait ce genre de pratique sur la démocratie, sur la possibilité de fonder une nation. En fait, tout d'un coup, il y a une urgence à réagir. Et donc, l'affaire Emmett Till a donné lieu, au moment des faits, à de nombreuses, à de très grandes manifestations aux États-Unis et en Europe. Et puis, alors, jusqu'à ce que Joe Biden, en 2022, décide de faire une loi fédérale qu'il appelle Emmett Till contre le lynchage. Donc, ce qui m'a intéressé dans mon article, c'est d'essayer de comprendre ce qui a motivé en fait la maman de Emmett Mamie Till, hein, qui est une femme extrêmement courageuse, puisque sa décision a consisté en fait à montrer aux yeux de tous les effets du lynchage sur le corps de son fils, donc produire une forme d'exhibition, en revers de celle qui était toujours produite par les membres du KKK, qui montraient les hommes pendus comme des proies de leur chasse. Et donc, en faisant cela, elle produit une bascule. Et c'est cette bascule que j'interroge. Voilà. Bon, j'en dis pas plus parce qu'après, il y a un décalage entre mon article que je présente et ceux des autres, et c'est pas charmant. Enfin, toujours pareil, il y a un champ social et politique, bien sûr, et nous allons dans cette partie sont abordées notamment la question tout simple, hein, qu'est-ce qui fait qu'un artiste crée? Qu'est-ce qui pousse à la création? Donc ça, c'est le philosophe et historien de l'art Dominique Berthet qui nous propose un article à ce propos qui est tout à fait passionnant. Euh, Toujours en fait dans le champ esthétique, mais cette fois-ci concernant le cinéma, nous avons un article de Chloé Delaporte qu'on aurait pu mettre en lien avec le travail féministe d'Anne Bouillon tout à l'heure, puisque en fait Chloé Delaporte interroge le sens de la projection, enfin la réalisation du film Barbie, qui en 2023 a eu un succès absolument phénoménal et autour duquel en fait on a fantasmé eh bien, une ode féministe là où en fait Chloé Delaporte démontre avec une précision tout à fait précieuse, une précision précieuse, ouais ça va, et bien en quoi en fait surtout ce Barbie fait écran, en fait c'est l'écran du capitalisme en fait. Et donc là, c'est un moment qu'elle nomme géopolitique cinématographique du post-féminisme. Et là, je vous assure que cet article est absolument à la fois, déstabilisant par rapport à toutes les adolescentes qu'on connaît et qui ont adoré ce film parce que enfin un film féministe, et savoureux parce que il remet les choses en place quoi. Et il me reste deux articles à évoquer. Celui de Pierre Morelli, qui, en fait, toujours dans le champ esthétique, interroge le rôle en fait des réseaux sociaux dans la création esthétique et surtout en fait dans ce qu'il appelle le partage émotionnel de l'information qui, lui semble-t-il, favorise le développement du simplisme. C'est un article tout à fait fondamental hein, pour penser aujourd'hui où on en est de nos capacités ou pas, en tant qu'acteurs humains, de prendre des décisions en dehors du champ technologique, y compris lorsqu'il s'agit de partager nos émotions. Et enfin, un article absolument, j'arrête pas, absolument, c'est mon mot aujourd'hui, mais totalement, tout à fait extraordinaire, convaincant, hein, qui s'appelle Prospect Cottage, les aventures de la décision. Article donc écrit par la philosophe Anne Dalsouet et à propos donc de jardiner, de jardinage, et donc précisément de Prospect Cottage, pardon. Anne Dalsouet en fait se demande comment le jardin devient un laboratoire privilégié pour sonder le sens et la valeur de nos décisions, puisque la finalité est en effet, nous dit-elle, d'habiter à peu près harmonieusement et joyeusement notre planète.
Voilà, alors j'ai été un petit peu à la fois rapide et exigeante par rapport à votre capacité à vous concentrer, 15 minutes 01. Mais je pense que vous pouvez le faire et surtout j'espère que vous allez vous procurer ce numéro d'une manière ou d'une autre en sachant qu'il sera aussi sur la plateforme de Kian Info, sur la plateforme de Scopalco et que si nos aventures vous intéressent, sachez que d'ores et déjà, hein, sur le site de la revue Sens Dessous, tous les numéros jusqu'au 27 sont consultables en ligne, que nous serions heureux de recevoir votre visite sur notre site, que je mettrai aussi, dont l'adresse sera mise en lien, comme toutes les autres informations dont je vous ai déjà parlé. Ben voilà. Et ben écoutez, je vous remercie et je vous souhaite un excellent dimanche, car oui, nous sommes dimanche, figurez-vous. Et ben à bientôt. Au revoir.